C'est tout bon? Allez. Bonsoir à tous, bienvenue au conseil municipal de la commune de Saint-Romain-de-Jalonnas. Nous sommes le 31 janvier 2023. Il est encore temps de souhaiter bonne année à tout le monde. Donc bonne année à tout le monde, à ceux qui sont là, à ceux qui regardent et à tous nos petits jaloux romains. Ce conseil est retransmis en direct sur la page Facebook de la commune et en présence du public. Alors, la liste des... Alors, il y a pas mal d'absents aujourd'hui qui ont donné leur pouvoir. On a normalement un retardataire, on va voir si c'est lui, on entend du bruit. C'est bon, parfait. Alors, je vais passer la liste d'avis. Alors, donc aujourd'hui, on a présent Géraldine, Thierry. On a Sophie qui a donné son pouvoir à Gaël Raffaelli. Présent Marianne. Oui, Sophie Belmont qui a donné son pouvoir à Gaël Raffaelli. Ah oui, pardon, excusez-moi, il y a deux Sophie. Sophie Belmont, exact. Marianne Bruderly qui est présente. Sylvie Deschanos qui m'a donné son pouvoir. Gilles Descamps qui a donné son pouvoir à Thierry. Fabienne Develay qui a donné son pouvoir à David qui vient d'arriver, je vais lui donner la feuille pour signer. On a Pietro qui est présent. On a Maître Franco qui a donné son pouvoir à Gina Tirano. On a Sophie qui est présente. On a Corinne Georges qui est présente. Je suis présent. Karine est présente. Sylvain est présent. Sylvain Jean est présent. Karine Alizig est présent. Yves Martelin est présent. Yoann Mollard qui est absent. Et on vous souhaite tout le meilleur puisqu'il y a eu un heureux événement il y a 2 jours. Donc bienvenue à la petite Adèle Mollard. Donc David est présent et donc il a le pouvoir de Fabienne. Sylviane Nouet est présente. Gaël Raffaelli est présent. Stéphane Rex est présent. Nicolas Romonato est présent. Et Gina Tirano est présente. Et Soledad Saetero a donné son pouvoir à Yves Martelin. Le quorum est atteint. Hop. Alors. Avant de... Est-ce que Cal, tu as le PV? On a eu 2-3 modifications sur le PV. Rien de bien méchant. C'est uniquement, alors vous allez voir à l'écran, des noms propres qui ont été mal orthographiés ou, dans l'intervention de Madame Deschanos. Voilà, donc juste des petites inserts en rouge. Fabien Eltrigogi, BP, l'association Jamil, Monsieur Desmaris, Monsieur Pascal Fauti et Abalabu. Voilà les seules modifications qu'on a fait remonter. Est-ce que il y a des questions par rapport à ces modifications? Non. Bon. Donc on va procéder à l'approbation du conseil, du PV du dernier conseil. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc validation à l'unanimité. On va désigner un secrétaire de séance qui se porte volontaire. Donc Monsieur Martelin sera notre secrétaire de séance. On va commencer par les 2 décisions qui ont été prises pendant ce dernier mois. Alors, tout d'abord, une décision liée à une convention de prêt à 0 € du broyeur du Cyclone auprès de la commune. On a effectué le 14 janvier, donc c'était un samedi matin, une matinée broyage de sapin de Noël. Ça a plutôt bien fonctionné pour une première. On a eu à peu près une trentaine de sapins qui ont été broyés et puis d'autres qui ont été récupérés et donnés au sous des écoles pour préparer le futur brandon. Et ça sera bien évidemment une opération qui sera d'être reconduite à l'avenir. Ce broyage avait été fait juste derrière la mairie, du côté des services techniques, et puis tout le monde a pu trouver, donc c'était très bien. Pas de questions par rapport à... Non. La deuxième décision, alors ça fait suite à un devis qu'on avait validé, qu'on a mis au budget en date du 5 mars 2022.
Donc l'ensemble du conseil, vous avez eu les documents, alors je parle du rapport intermédiaire, parce qu'il y en aura un deuxième, sur je vous avoue, j'ai commencé à le lire, je n'ai pas fini. Donc ne me demandez pas une synthèse maintenant, mais chacun, vous l'avez dans votre petite boîte. Il est aussi à disposition auprès de la mairie. Donc c'est un inventaire archéologique et historique. Il faut savoir qu'on fait des fouilles archéologiques au niveau de la Bessèye. Alors, beaucoup connaissent les fouilles du Vernet. Mais là, on a un programme, un plan de gestion sur le marais de la Bessèye. Et donc, c'est le premier point sur ce qui a été fait, ce qui a été trouvé, mais surtout qu'il y a une grosse partie histoire. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est très intéressant, justement. Et c'est à disposition, alors on peut bien évidemment pas le mettre dans les boîtes de chacun, vous voyez, c'est un peu costaud, mais c'est à disposition du public, et éventuellement, si vous avez trouvé le but, on peut vous donner le rapport. Il est public, puisque financé par la commune, et donc l'objet de cette décision, c'est justement le financement de cette étude à hauteur de 7 265 € et 10 centimes. Voilà. Si vous avez des questions sur ce rapport ou sur toute autre chose, on pourra faire intervenir M. Royer, qui est déjà intervenu dans ce conseil plusieurs fois, qui maîtrise très très bien le sujet, bien évidemment beaucoup mieux que moi. Mais c'est bien un rapport intermédiaire. Voilà, c'est pas de questions, on va procéder à la suite. Allez, on va attaquer l'ordre du jour. Alors c'est un ordre du jour qui est assez court. C'est pas vraiment passé grand-chose depuis les fêtes de fin d'année. Il y a des informations autour de table, mais voilà, pour ce qui est des délibérations, on va commencer par une délibération concernant l'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire mis en place par le centre de gestion. Si vous vous souvenez bien, le 25 octobre, on avait pris une délibération pour demander au CDG, qui représente un certain nombre de communes, de faire un appel d'offres pour remplacer notre assureur lorsqu'on a des absences au niveau de la mairie. On a une prise en charge à partir d'un moment et d'un certain montant. Et l'assurance de l'époque, son contrat durait, je crois, jusqu'à fin 2023, mais avait décidé de rompre. Alors c'était une des possibilités du contrat. Et c'était Sofaxis à l'époque, de rompre ce contrat. Et ce contrat allait jusqu'au 31 décembre 2022. Donc il a bien fallu retrouver un autre contrat, et vous savez très bien que plus on est, mieux c'est pour gérer les prix. Donc c'est pour ça que le centre de gestion s'est proposé de faire cette recherche avec toutes les communes partenaires. Et ils ont fait un nouvel appel, et finalement ils ont pris la solution la plus favorable parmi les propositions qu'il y avait. Et la solution la plus favorable, c'est le même organisme que celui qu'on avait avant, en l'occurrence Sofaxis, mais pour nous à des conditions moins favorables, et pour cet organisme à des conditions plus favorables. Ce qui va changer concrètement, c'est que avant on avait une prise en charge à partir de 10 jours d'absence, maintenant c'est à partir de 20 jours d'absence, et il y aura, selon le nombre d'heures du salarié, plus de 28 ou moins de 28, je ne vais pas rentrer dans les détails, une évolution en plus, soit de 3%, dans le cas où les salariés font plus de 28 heures, ou une évolution de plus 0,08%. Donc comme vous le voyez, les petites maladies vont être seront plus prises en charge, et il faut savoir que c'est par arrêt. Si on a une personne qui est absente 19 jours au mois de janvier et qui est absente 19 jours au mois de février et qu'entre-temps elle est revenue, on n'a pas de remboursement. C'est vraiment par arrêt. C'est pas par an, c'est pas cumulé. Donc voilà. Donc je propose au conseil, vous avez lu les annexes, vous avez tout lu. Alors c'est quelque chose c'est des conventions qu'on a depuis des années, mais vous le savez, alors on ne va pas plaindre non plus les assureurs, mais avec le Covid, forcément, il y a eu beaucoup plus d'absences. Et puis même après-Covid, on sent que c'est un peu compliqué. Et donc, ils ont renégocié. C'est toujours plus favorable que si on y allait nous en direct avec une assurance. Mais voilà. Donc, je propose au conseil si vous n'avez pas d'autres questions,
pas pour moi, d'adhérer une nouvelle fois à un contrat donc sauf accession de défiance, qui est la solution la plus intéressante financièrement suite à l'appel au CDG, pour pouvoir se faire rembourser une partie des absences de nos agents. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est accepté à l'unanimité. Alors, nous allons passer. Alors, il y a une petite coquille dans le rapport. C'est moi qui le présente, c'est pas M. Di Cioccio. Par contre, M. Di Cioccio est un peu plus loin éventuellement, si vous le décidez. Voilà, on avait un changement au niveau des fonctions, au niveau de la commune, et donc, et puis on avait des personnes qui étaient moins disponibles pour pouvoir se présenter au TE38, donc territoire d'énergie Isère. C'est important que la commune soit représentée. D'ailleurs, on va rencontrer l'un de ses vice-présidents, c'est cette semaine, c'est la semaine prochaine, je crois. Et donc, on souhaiterait nommer 2 autres personnes. Donc, en titulaire, Sylvain Jean laisserait sa place à Pietro Di Cioccio, et au niveau du suppléant, David laisserait sa place à Gaël Raffaelli. Voilà les propositions que je fais. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Donc, qui est contre ce changement? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, nos 2 nouveaux représentants sont Pietro Di Cioccio et Gaël Raffaelli, suppléant. On passe côté finance. Alors là aussi, il y a une petite coquille, donc on est dans le projet, mais on a rectifié le tir. Des fois, les copier-coller sont un peu farfelus ou pas assez vérifiés. On fait une demande de subvention DETR auprès de l'État et non pas auprès du département. Concernant, alors, vous savez, lorsqu'on fait des travaux, on a plusieurs sources de subventions. Bon, la première ressource, c'est le financement direct de la commune. Mais dès qu'on monte dans les tours et dès qu'on monte, ou même dès qu'on peut d'ailleurs, entre parenthèses, on essaie de demander des subventions. Alors il y a les subventions État, le soutien à l'investissement comme la DSIL, le soutien d'État avec la DETR, le soutien de la région avec les différentes subventions de la région, les différentes subventions du département, et même aussi des différentes subventions de l'Interco, et même des différentes subventions d'autres structures comme la CAF ou autres. Donc là, on a identifié... alors, lorsqu'on fait appel à la DETR, on essaie quand même de cibler des gros projets. Parce qu'à la DETR, on peut la déposer, c'est pas 15 fois dans l'année, hein, on en dépose une. Donc si c'est pour déposer sur un projet à 10 000 €, ça ne vaut pas forcément le coup. Donc on a regardé un peu, sur ces dernières années, ce qu'il fallait faire, et puis les remontées du terrain, même si on n'a pas encore voté le budget. Mais on a étudié la piste, alors c'est par axe. Donc axe 2, axe 3, axe 1 à 5, mais nous on a étudié les différents axes. Et ce qui pourrait le plus servir dans ces axes 2 et 3, alors, de mémoire, c'est scolaire, socio-culturel et sportif, et équipements communaux et intercommunaux, et on pourrait avoir jusqu'à 40% notamment sur l'axe 2. Et l'idée, ça serait de travailler sur le chauffage du gymnase. Voilà. Alors, on a un peu travaillé dessus, on est parti sur des énergies non renouvelables. Alors, est-ce que ça va être du bois déchiqueté, du panneau solaire ou des pompes à chaleur? Peu importe, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut que ça soit énergie renouvelable parce que c'est là-dedans qu'on parlera plus de subventions. On a aussi des subventions vertes, il y a plein de choses. Donc on se propose de déposer un dossier pour le chauffage du gymnase. On estime, grosso modo, on fait la fourchette comme ça, parce que forcément, il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a rien du tout, mais c'est à peu près une enveloppe de 100 à 150 000 €. Pour rappel, le chauffage, il ne fonctionne plus depuis, je crois, 2019 de mémoire. Et aujourd'hui, on a des convecteurs de 15 kg qui chauffent énormément, et ça peut être dangereux. On a vu le cas une fois où il y avait des prises qui fondaient. Donc, voilà, je pense que c'est nécessaire de mettre ces projets. Et puis honnêtement, c'est sur 2023
C'est le projet financièrement certainement le plus important qu'on peut cibler, il y en aura en termes de travaux. Donc voilà, donc je propose, s'il n'y a pas de questions, je propose au Conseil de faire cette demande auprès de l'État, non pas auprès du département, pour demander cette subvention. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Acceptation à l'unanimité. Et si je reprends ce que j'ai dit, donc ça c'est la délibération suivante, si je reprends ce que j'ai dit juste avant, quand on refait des travaux, on demande des subventions et on peut les cumuler. On peut les cumuler jusqu'à hauteur de 80%. C'est jamais 100%, mais c'est 80%, mais c'est pas grave, parce qu'il ne faut pas le terme, peu importe, 80%. Donc si jamais on a un accord, par exemple, pour financer avec la DETR 40% du chauffage du gymnase, on peut bénéficier aussi, on en a parlé dans les conseils, l'an dernier, je ne sais plus quand c'était le dernier conseil, du plan 1 million, où les communes peuvent déposer 2 projets dans la limite de 50 000 euros de subvention. On avait déposé un projet à hauteur de 20 000 euros, alors 19 900 euros pour les panneaux LED de l'école, ce qui fait une subvention de 16 000 euros. Et si on dépose ce projet en plus de chauffage, et qu'on, par exemple, on dit que ça fait 150 000 euros, et c'est bien évidemment compatible, parce que je vous rappelle que pour être compatible, il faut que ça soit sur la mobilité, soit sur des énergies renouvelables. Donc là, si on est sur un chauffage à énergie renouvelable, on peut bénéficier aussi d'une subvention dans le cadre du plan 1 million. Donc forcément, pour rappel, au-delà de 20 000 euros, c'est 50% de subvention dans la limite de 50 000 euros. Donc si on estime qu'on aura 16 000 euros pour le premier, et ben on peut estimer qu'on aurait éventuellement 34 000 euros pour le deuxième. Voilà, donc c'est toujours des suppositions, parce qu'il faut qu'on fasse les travaux, il faut que ça. Donc l'objectif, c'est que si on cumule les deux, si on prend 40% sur l'un de 150 000 et qu'après derrière on lui rajoute 34 000, on est déjà pas mal. Voilà, donc le but du jeu, c'est de cumuler tout ça. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, écoutez, je vais procéder au vote. Donc, qui est pour? Qui est contre dans cette affaire-là? Qui est contre, pardon? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ok, l'unanimité. C'est parfait. Donc, vous le voyez, j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. L'ordre du jour a été court. On va procéder au tour de table. Une fois n'est pas coutume, je vais donner la parole à Corinne. Parce que tu pars tout le temps en dernier. Donc, si tu as quelque chose à dire, c'est le moment. Non, mais tu prends pas. Merci Corinne. Merci. Parce que du coup, je tourne à. Bon, Gina alors. Ça va? Oui. Alors, je pensais pas que c'est moi la première. Ah, oui, la surprise. Merci. Alors, il y a eu la première grève le 19 janvier, le jeudi. Alors, 3 classes en maternelle ont fait la grève, et 2 en primaire, en élémentaire, et 2 en maternelle, soit 5 enseignants grévistes. La commune a mis en place le service minimum. Tout s'est bien passé. 120 enfants ont mangé à la cantine. On n'a fait qu'un seul service. Le personnel et moi-même, on a même partagé le repas avec eux. Ils étaient super contents. On a mangé avec les enfants. Parce qu'avec un service, on a pris le temps d'en manger en plus d'une heure. Nous nous sommes assis à différentes tables. Ils étaient contents et ils en redemandent. La deuxième grève d'aujourd'hui, il y a donc 5 enseignants grévistes, 2 maternelles, 2 élémentaires. Le service minimum a encore été mis en place. Tout s'est bien passé, tout a bien fonctionné. Par contre, là, on a fait 2 services parce qu'il y avait 160 enfants. Donc, on n'a pas pu manger avec eux. Ils étaient déçus. Au sujet de la cantine, le dress code continue. Donc, le jeudi 2 février, donc ce jeudi-là, il y aura donc le dress code carnaval. Donc, en lien toujours avec l'école. Et puis, on a eu une demande. Alors, le centre de recrutement des forces de l'armée de Grenoble a pris contact avec nous pour mettre en place un stand dans notre commune pour recruter et donner des informations complètes sur les très nombreux métiers de l'armée. Donc, Sarah et moi, on a reçu une adjointe référente le lundi 16 janvier pour discuter de cette information. Ça s'est super bien passé, très chaleureux et très constructif. J'en ai appris pas mal, je l'ai su, je serai à l'armée.
Ils doivent intervenir le vendredi 17 février de 10h à 16h sur le parking vers la mairie, donc pour expliquer un peu tout ça. On va communiquer là-dessus, c'est pas déjà fait. Voilà, donc il va y avoir pas mal d'informations. La Jamie, c'est demain que ça va passer. Ouais, on va programmer des communications. Il y a pas mal de choses, donc ça peut être intéressant. Ils vont rester la journée, ça va être sympa. C'est une première, hein, je pense pas qu'on ait eu ça. Au niveau secteur jeune, ils ouvrent pendant les vacances de février avec plusieurs activités. Ski, trampoline, pardon, et bien d'autres. Ils vont aussi bénéficier d'une rencontre personnalisée avec l'armée. Justement, ils vont rencontrer l'armée, ils sont en train de le recevoir, on en a parlé tout à l'heure. Chantier éducatif. De beaux projets sont en cours. Ils ont participé à la préparation des bulletins municipaux, donc ils les ont préparés. Donc on commence en finit par les distribuer, parce qu'il en reste encore un petit peu. Quand on dit préparer, c'est parce que dans chaque bulletin, il y a un calendrier, il y a une documentation. Voilà, préparer, oui, il fallait rajouter le cyclone est calendrier. Ok. Je tenais une fois de plus, et puis nous tous, à les remercier pour leur investissement. Merci à Sarah et Evan de leur permettre de s'investir et de s'exprimer au sein de leur commune, parce que vraiment, ils les encadrent super bien, et ils adorent ça, ça se passe super bien. Le CME, le Conseil municipal enfant. Comme vous le savez, le CME a été mis en place le 9 novembre. Le CME était présent au vœu du maire, de la municipalité, et continueront à être présents sur d'autres cérémonies. Nous tenons encore à les remercier pour leur discours qu'ils ont écrit eux-mêmes, c'était eux qui l'avaient écrit, et lu à l'ensemble des Jaluromains. Le premier projet est en cours, alors on commence à travailler dessus. C'est Sport Handicap en lien avec Armand Toinet et l'école. Il est l'ambassadeur Sport Handicap de la région. Ce projet sera fait après les vacances. Nous nous rencontrerons le mercredi 22 février pour la mise en place de ce projet. 9 classes sont concernées, donc c'est en lien avec l'école. Je ne donne pas tout, je ne donne pas tout. Déroulement, alors il y aura le matin, temps d'échange avec Armand. L'après-midi, jeux sportifs sur la thématique sport handicap. Pour les CM1 et CM2, il y aura la diffusion de son film, Les défis d'Armand. Un goûter sera offert par la municipalité. Et le message d'Armand qui peut faire passer un peu à tout le monde, c'est malgré le handicap, réalise tes rêves. Ça, c'est bien. Est-ce que tu veux que je dise pour le CCAS? Oui, c'est tout. Alors, pour le CCAS, atelier sommeil bien passé, malgré le peu de participants, 5 personnes inscrites. Suite au retour de l'enquête sur l'informatique, nous allons proposer des ateliers répondant aux attentes des Jaluromains et nous préparons le repas des seniors qui est le samedi 11 mars. Voilà. Pour ma part, sur la partie déchets, plusieurs points. Le premier concernant les bulletins, vous avez reçu un message du Cyclone sur la simplification du tri. On l'avait évoqué lors du dernier conseil, donc avec les nouvelles consignes de tri où tout peut se trier aujourd'hui, ou du moins l'ensemble des déchets évoqués. Pour répondre aux interrogations du mois de décembre, donc les containers sur la commune, les bornes de collecte, seront collectés tous les mardis de chaque semaine. Jusqu'à présent, c'était les mardis pour certaines et tous les 15 jours pour les papiers, journaux et le verre, une fois que c'était plein. Donc le verre restera comme c'est aujourd'hui. Et par contre, les 2 autres bêtes, c'est tous les mardis. Donc ça permettra d'évacuer plus de volume sur les déchets, compte tenu qu'on a plus de déchets aujourd'hui. Parallèlement à ça, on a également des problématiques qui nous remontaient sur le bruit des trappes sur les bornes de collecte. Il y a certains points de collecte qui ont des trappes métalliques, donc ça c'est pas agréable pour les gens à côté. Donc là, le Cyclone intervient début de semaine prochaine pour déjà mettre un système de baguette. On fait un test sur certains points et si vraiment ça ne fonctionne pas ou que ça ne tient pas, on enlèvera les trappes métalliques de manière plus radicale, on va dire. Voilà. Sur ces points de collecte également, il y a un changement d'affichage qui va être fait pour pas qu'il y ait de perturbations pour les gens. Donc ça a visiblement commencé, Pietro qui disait, sur la mairie. Donc pour rappeler que les bennes, on peut tout mettre dedans, à l'exception du verre qui se trie à part. Donc ça va être fait sur l'ensemble des points de la commune et des balcons.
Autre point sur les bennes de collecte des vêtements, donc les bennes Le Relais, on en a plusieurs sur la commune. On a reçu le bilan pour l'année 2022. On est sur 10 tonnes 5 de vêtements qui ont été collectés, alors ce qu'ils appellent les TLC, qui sont donc les textiles, linge de maison et chaussures. On était un peu plus de 8 tonnes l'année dernière, donc il y a une progression. Donc ça on continue, hein. La convention avait déjà été signée, donc ça ne fait pas l'objet de nouvelles délibérations. Elle est toujours d'actualité en tacite reconduction. Et pour finir, sur le mois de février sortira le guide éco-citoyen sur lequel on avait pris du retard sur la rédaction et la publication, donc ça sortira courant février. Pour rappel, c'est certains messages passés sur tout ce qui touche à l'environnement et sur notre commune et sur les gestes éco-citoyens au sens large de la vie quotidienne. Voilà. Et à ce sujet, on remercie les entreprises. Alors, on ne connaît pas encore toutes les entreprises, mais qui ont sponsorisé parce que c'est un système de sponsoring. Bonsoir. Donc, je vais parler de la Granothèque. On relance la Granothèque cette année. Donc, la première matinée d'échange, elle aura lieu le samedi 18 février au centre commercial du Girondin de 10h à 12h. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un partage et un échange gratuit de graines, de plants et d'expériences des jardiniers. Une info aussi, la société, l'entreprise Paccard Paysage va réaliser l'élagage de la zone le long du Rhône au lotissement Le Port pour le compte de la CNR. Revenir un petit peu sur la journée broyage, nous avons broyé avec un broyeur qui nous a été prêté par le Cyclum. Donc c'est pour informer les habitants de la CCBD et de Saint-Romain-de-Jalionas que le Cyclum il fait des prêts de broyeurs pour ceux qui ont besoin de broyer leurs branches et leurs végétaux. Donc s'adresser à eux. Sinon, le 6 février, la commune nous a donc prêté un tractopelle pour l'ENS de la Bessaye pour faire les travaux de la passerelle endommagée. Voilà, ça sera tout pour moi. Le tractopelle et puis l'agent avec. Oui. Ouais. Bonsoir à tous. Un petit point d'adressage rapide. Donc pour rappel, nous avons 1528 numéros de voirie à Saint-Romain-de-Jalionas. À ce jour, nous avons reçu 726 demandes d'adressage, ce qui représente 47% en gros du global. À l'intérieur de ces demandes reçues, on en a seulement 564 de complètes, c'est-à-dire 37% à peu près. Du coup, nous allons publier la base d'adresses, la base de données, le 1er mars 2023, ce qui sous-entend que tous les administrés qui n'ont pas fait jusqu'à présent leur démarche vont devoir le faire dans les 6 mois qui suivent, c'est-à-dire jusqu'au 1er septembre. Et un mois pour la carte grise. Et un mois pour la carte grise. Et pour tous ceux qui ont besoin d'aide, il y aura la mairie, plus les services à Ville-Moirier. Espace France Service. Voilà. Voilà, c'est tout. Bonsoir tout le monde. Au niveau finance, donc, je prends le dossier en main puisque c'est la première année où nous préparons le budget en étroite collaboration avec le nouveau DGS et les différents services de la mairie. Pour 2022, il faut savoir déjà, on est très bien avancé sur les validations entre les comptes administratifs et comptes de gestion. On n'a pas de différence, donc on a franchi un premier pas et là on est en train de travailler sur 2023. Bon, c'est pas la peine de le cacher, l'inflation, les mairies sont toutes concernées. Les dotations, on a toujours des difficultés à en connaître effectivement le montant. Donc de toute façon, on va aller aussi vers la sobriété. Donc les urgences comme le chauffage du gymnase, il est certain qu'on pourra les réaliser si on a les subventions. Si on ne les a pas, ce sera un des seuls gros projets qu'on pourra mener. Voilà, l'état des finances n'est pas au beau fixe,
avec les projections qu'on peut faire sur les dépenses qu'on va avoir qui ont tout augmenté. Après, c'est un choix cette année de voir ce qui va nous arriver. Si après ça revient à la normale, même si on sait très bien que ça monte très haut, que ça ne va pas forcément descendre comme ça peut monter. Mais après, c'est un choix. C'est-à-dire que si on prend la décision de ne pas augmenter les impôts, bah forcément, de le faire dire sur certains trucs. Ça ne veut pas dire qu'on va faire grand-chose, hein. Mais voilà, c'est important d'expliquer tout ça. Et après, la ça nous part permet- de la mairie côté impôts, parce que les impôts, là, c'est validé. Alors, nous, on n'augmentera pas les impôts, mais les bases de l'État, oui. Voilà, Forcément. chaque habitant de Saint-Romain qui paye la taxe foncière Après, aura une augmentation d'un regardez minimum ce de qui se- Il faudra regarder ce qui se 7,10%. passe dans les autres communes, on est bien lotis. Oui, mais bon, il va y avoir une augmentation des impôts de par l'augmentation de l'indice. Toutes les années, en fait. Ah oui, oui. Oui, sauf que cette année, comme on est resté sur l'indice de l'inflation de novembre à novembre, donc là, il est fixé, c'est 7,10%. Et est-ce qu'on a une part de résidence secondaire sur la commune aujourd'hui? Alors très très faible, hein, c'est pas une commune touristique, et puis sur la taxe d'habitation, on ne peut rien faire, puisque de toute façon, c'est les seules taxes d'habitation qui vont nous être versées. Ainsi que les logements vacants aussi. Tout ce qui est vacant, en Ouais. fait, la taxe d'habitation va toujours être... Oui, mais alors tout ça, c'est une part très très faible de notre budget et sur laquelle on ne peut pas intervenir à partir du moment où on n'intervient pas sur les taxes foncières, que ce soit du bâti, du non bâti. Donc en fait, il y a des relations. On ne peut, la taxe habitation pour les résidences secondaires, ne les augmenter que si on augmente aussi la taxe foncière. Donc, bon. En fait, la taxe d'habitation n'existe plus pour la résidence principale, mais elle est toujours active pour le reste. De mémoire, on avait les chiffres, on n'a rien sur la cour. Je ne sais pas si ça représente vraiment une En vacances et à la limite, on va avoir peut-être un peu plus de foncier avec les nouveaux acheteurs, quoi. Nous aussi, on avait vu ça. Mais. Oui, puis de toute façon, on n'a pas de moyens, quoi. Non, Bon. après, c'est général. Hein. On va pas refaire l'histoire. Hein. Non, après, voilà, on est dans l'histoire. Bon, c'est tout pour moi. Karine, il y a un petit document qui arrive dans les boîtes aux lettres. Marianne, tu veux? Non, c'est bon. Marianne n'arrive. Alors, par contre, un micro. Ouh là là là. On a un micro qui a disparu. Il y a surtout, il fait le tour des tables. Là, ça va. Il y a un problème de fil, je sais pas trop. passer par-dessus. Ouais. Voilà. Merci Nicolas. Karine, c'est à toi. Alors, bonsoir. Donc, moi, je voulais vous parler du bulletin municipal donc, qui est arrivé normalement dans toutes les boîtes aux lettres. Donc, on a gardé un peu le même format que ce qu'on avait jusqu'à présent, que l'année dernière. Alors, c'est pas le même graphiste, donc on a eu un petit changement là-dessus. On en est très content d'ailleurs. Donc, je pense que voilà, on renouvellera avec lui. Dans ce bulletin, en fait, vous allez trouver plein de renseignements et c'est vraiment une source d'information que vous pouvez garder et feuilleter tout le temps. Il y a également des liens, donc on a mis en place des liens QR code pour pouvoir aller sur le site internet et puis arriver à retrouver peut-être plus facilement pour certains des informations. Donc ça va vous permettre un petit peu de prendre un petit peu plus d'habitude dans les liens qu'il peut y avoir sur les différentes rubriques. J'ai également mis par rapport à ce site internet on va dire un nouvel onglet qui s'appelle dans les actualités qui s'appelle nouveautés. Comme ça, à chaque fois qu'il y aura une nouveauté, elle sera mise dessus avec la date de publication et puis le lien qui ramène soit vers l'actualité principale, soit vers des nouvelles rubriques, comme par exemple il y a eu pour le dress code pour la restauration, il y a un lien. Donc voilà, il faudra suivre un petit peu là-dessus, ça va vous permettre de savoir ce qui est mis dans toutes les rubriques. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et puis donc on a également dans le bulletin un calendrier avec
qui est ce coup-ci détachable, enfin qui est enlevé. Donc, alors qu'avant il était mis en dernière page, là on a mis surtout des photos en dernière page. Et donc tout le calendrier est disponible sur une feuille que vous pouvez mettre où vous voulez pour pouvoir garder les dates en mémoire. Voilà. Prenez un micro, c'est bon, garde le micro là, ça va éviter de Juste une question concernant le bulletin, mais je ne sais pas à qui je la pose, si c'est bulletin ou cyclone, mais c'est plutôt cyclone, je pense, la réponse. J'ai cru voir, mais j'avoue que j'ai feuilleté très rapidement. Est-ce que vous pouvez parler de. Oui. Ah, c'est bon. Là, on entend. C'est bon? Oui, je disais donc, avec le bulletin, j'ai cru apercevoir qu'il y avait un papier, un flyer du cyclone, qui annonçait la mise en place des bacs jaunes en 2023. Et j'avais retenu que c'était pour 2024, on en avait parlé l'autre fois. Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque vis-à-vis de la population que des gens s'imaginent que c'est pour là pour demain et que. Enfin, voilà. Le flyer, il a été fait commun en fait par le cyclone pour les communes qui ont des containers et qui ont des bornes. En fait, sur les images, on voit un conteneur et une borne. C'est surtout pour expliquer la simplification du tri. Okay. Et en effet, c'est 2024 et il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de secret pour 2023 malheureusement. J'ai pas de bonne nouvelle à vous annoncer. Et oui, il y a en effet déjà des personnes qui nous ont sollicité via Twitter, on leur a répondu. On ne pouvait pas s'amuser à prendre tous les faire avec du blanc, mais bien évidemment, nous on passe après parce que ce qui avait été expliqué, c'est qu'on est une grosse commune des balcons. C'est une des dernières, parce qu'il y en a qui sont déjà passés. Quand on aura les bacs, le volume du bac gris va fortement encore plus diminuer. Déjà là, on en met plus dans les points de collecte, donc demain ce sera encore pire si on a des bacs, ça va aller dans le bon sens. Enfin, sachant que ce qui est prévu, c'est une relève alternée. Il sera ramené en moyenne, il sera moins plein, mais à la fin des 15 jours, avec ce qu'on met dans l'autre, non, mais tant mieux, ça va normalement. Oui, c'est bon. C'est bon. Non, j'ai pas eu le temps de lire le compte rendu de la CCBD. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai un combo la prochaine fois. C'est pas des bonnes résolutions pour 2023. Ah bon, plutôt une mauvaise résolution, oui. Bonsoir. Donc moi j'ai une question. Alors peut-être que c'est le choix des parents au niveau du bulletin municipal. J'ai trouvé dommage qu'il n'y ait pas le nom des enfants du conseil. Ah oui, au conseil. C'est dommage. Et la deuxième question, c'est par rapport aux travaux des médecins. Ils vont les commencer quand? Quand ils auront déposé leur permis de construire. Donc ils sont en train de réfléchir, on est en train de travailler dessus, donc c'est ça, ils n'ont pas encore déposé. Il y a juste la division qui a Nous on a fait notre travail, validé, mais c'est tout. On avait décidé en conseil, on a fait la division, mais pour l'instant le permis, je sais quand. La semaine dernière j'ai vu les médecins, je lui ai demandé, ils travaillent avec l'architecte. D'ailleurs à ce sujet, vous avez dû voir, alors je fais une petite aparté sur les médecins. Mois de décembre, maintenant c'est très compliqué pour les joindre. Bien heureusement, ça a un peu diminué, donc c'est beaucoup plus simple maintenant pour les avoir et on peut avoir un rendez-vous dans la journée si on appelle au moins avant 16h, c'est encore possible, alors que au mois de décembre, c'était à 9h, 10h, c'était déjà complet. Donc voilà. Moi j'ai juste une petite question. Est-ce que M. Martolin est allé voir ce que j'ai demandé la dernière fois? Oui, par rapport à la loi P numéro 2. Voilà, en fait, c'est vrai qu'il y a un poteau qui n'est pas à 5 mètres, mais comme c'est à la façade nue, donc on peut considérer que tout est à 5 mètres. Et comme il y a une bande qui est devant qui leur appartient, donc tout est respecté. J'ai du mal à comprendre. Franchement. Ça ne vous saute pas aux yeux? Bah si. Bah, je sais pas, qu'est-ce que vous proposez, qu'on leur fasse détruire Non, j'ai du mal à comprendre votre interprétation de la bande devant. Qu'est-ce que vous appelez la bande devant? On est bien d'accord qu'on mesure à l'alignement de la parcelle. Oui, bah justement, il y a une parcelle devant qui leur appartient. Oui, mais moi aussi, chez moi, j'ai une parcelle devant qui m'appartient. Et quand on a fait notre clôture, on l'a mis à l'alignement, en fait, avec notre voisin. Là, la clôture ne va pas
Après le problème, c'est que la façon que l'OAP a été faite, on a peut-être mis un peu trop de logements là où on ne pouvait pas en mettre, il a peut-être fallu en mettre que 18 au lieu d'en mettre 20. Donc à la base, en fait, le projet n'est pas très bien ficelé. Donc après, ben, il faut les faire rentrer d'une manière ou d'une autre. On est bien d'accord que les logements rentrent sur l'étalement. Moi, où j'ai du mal à comprendre, c'est que ça ne respecte pas les distances d'implantation. Et quand on vient me parler d'un morceau de terrain devant, qui pour moi, c'est le trottoir, je suis désolée, mais quand... Si le trottoir leur appartient. Non, mais si le trottoir leur appartient, alors il appartient à tout le monde à ce moment-là. Comment ça, il appartient à tout le monde? Quand vous prenez la mesure de la parcelle, le bornage de la parcelle, il n'a pas été fait sur le trottoir, on est bien d'accord. Ben, il a été fait sur leur parcelle qui leur appartient du propriétaire. Oui, mais là c'est le chat qui se mord la queue, là, c'est pas une réponse concrète, moi je suis désolée. Est-ce que, en fait, dans un prochain conseil, vous pourriez nous présenter cette OAP avec les implantations et qu'on puisse y voir clair. Moi, en gros, la clôture, est-ce qu'elle va venir mordre sur le trottoir aujourd'hui? Puisque le terrain leur appartient, si. Ils vont déporter la clôture de leur... De toute façon, même il était même prévu des places de parking devant. Donc, oui, oui. Oui. Les places de parking sont sur... bon, le trottoir, il fait 3 mètres, hein, donc il y a quand même moyen de faire des places de parking ne sont pas privatives, elles sont bien sur le domaine public. Mais qui sera sur le terrain du propriétaire. Oui, mais qui ne lui appartient plus, puisqu'en fait... Mais il y a une partie qui appartient toujours au promoteur. En fait, le département a bien dû demander un alignement au niveau des parcelles. Ce qui s'est passé sur ce trottoir, alors je ne sais pas si c'est exactement ça, mais j'ai le même souci devant chez moi. Oui. Pardon. C'est que à l'époque, il y a eu un alignement, toute la rue a été frappée d'alignement pour élargir les trottoirs, sauf que officiellement sur le cadastre, les terrains nous appartiennent toujours. La partie du trottoir qui a été frappée par l'alignement nous appartient toujours. Donc, et en lien avec la parcelle de terrain en fait, qui est devant. Oui, mais l'alignement a été demandé. Et oui, il a été demandé, mais ils n'ont jamais été payés, les alignements, ils n'ont jamais été finalisés. Ah oui, mais quand c'est pas finalisé, ça appartient toujours au propriétaire. On est certainement nombreux autour de cette table à être dans le même cas. Sauf que quand le département a dû donner une autorisation par rapport à la sortie ou autre, elle a dû certainement demander un alignement. On est bien d'accord. Non. Pardon ? Il y aura une sortie, mais il n'y a pas d'alignement qui a été demandé. Eh ben, c'est franchement étonnant. Et là, il n'y a pas de sortie sur cette maison. Non, la sortie, c'est la dernière maison où il y aura une sortie sur la départementale. Quand il y a eu permis d'aménager à la base, est-ce que vous êtes sûr que le département n'a pas demandé un alignement? Et après, pour moi, suivant le règlement de notre PLU, en fait, les parcelles sont découpées, on est d'accord? Donc, ce qui est en alignement avec les autres propriétés, d'accord, de part et d'autre, vous prenez 5 mètres à partir de l'alignement pour reculer votre implantation. Mais là, je suis désolée, il y a 2,50 m. Non, il y a plus. Vous rigolez? Au poteau, il y a 3,70 m. Et comme on prend la façade nue, donc ça ne sera pas la façade nue, c'est juste un poteau de terrasse. Là, franchement, sur les mots, en tout cas, pour moi, on n'est pas dans les clous. Franchement, on n'est vraiment pas dans les clous. Et d'ailleurs, vous allez chemin des sables, je pense que vous devez y passer aussi tous les jours. Oui. Il y a une maison, c'est pareil, elle n'est pas à 5 mètres. Hein. Et là, on Si, elle est à 5 mètres. Non. À 5 mètres parce qu'il y a aussi une bande de terrain qui appartient à un propriétaire. Non, elle n'y est pas. Donc, je suis désolée. Vous pouvez être désolé, mais bon. Je vous dis, la maison, elle est en face de chez moi, je peux vous le dire qu'elle est à 5 mètres. Ah bah oui, mais elle est pas loin de chez moi et ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Alors arrêtez de me raconter n'importe quoi. Et route de l'Oyette avec l'OAP, alors là, ne me dites pas qu'il y a 3 mètres parce que c'est pas vrai. Il y a plus de 3 mètres. Eh bien, il en faut 5. Alors on fait comment? Ah oui, mais vous pensez que ça va poser un problème de sécurité? Non, c'est pas un problème de sécurité. Non, mais moi je vous pose la question. Non, c'est pas un problème de sécurité parce que. J'ai un peu de mal à comprendre parce qu'il y a quand même une réglementation d'urbanisme et en fait, comment se fait-il qu'elle n'est pas respectée? Moi, ça me dérange.
Moi, ce qui me dérange, c'est quand on valide des habitations avec des baies vitrées qui donnent sur des servitudes ou sur des passages. Alors, écoutez, là, il y a 5 logements qui ont été validés comme ça, et ça, apparemment, ça ne vous dérange pas. Moi, ça me dérange. Il a fallu que nous, on rajoute des barrières pour que les gens ils soient protégés. Alors, écoutez, on est sur domaine privé. Je vais vous répondre comme vous savez bien. Et la sécurité? Je vais vous répondre comme vous savez bien me répondre. On a travaillé avec la communauté de communes. Oui, mais avec un avis maire que vous avez donné, favorable. Bah, Favorable, avec des baies vitrées qui donnent directement sur un passage. C'est-à-dire que les gens ils sortent chez eux, un enfant qui sort, mais il se fait écraser si quelqu'un se prend chez lui, tout simplement. On est sur un chemin privé. Ah, donc on peut se faire écraser sur un chemin privé, c'est pas gênant. Hein. Non, pas du tout. Alors, bah si, c'est pourtant ce qui a été validé. Et ne cherchez pas, comment dire, voilà, à noyer poisson, parce que là, je vais vous dire, moi, ce que je suis après vous dire, là, c'est ce que j'entends. Il y a des gens qui parfois, avec lesquels on discute, qui disent, mais je comprends pas, comment se fait-il que ces maisons soient aussi près de la route? Ben, je dis, je sais pas, allez voir à la mairie, ils vont vous expliquer. Bah, moi, j'ai vu personne à ce sujet-là. Bah, non. Vous êtes la seule à me demander, pourtant j'en vois des gens, j'en vois tous les jours. Hein, je remets pas en cause. Mais je dis simplement que venez pas me dire qu'on est à une certaine distance, parce que je ne vous crois pas. Ah bah, et c'est pas les seules constructions, c'est tout. Donc, après les décisions sur la suite, ça, voilà. L'attestation de non-opposition, chacun prend ses engagements. L'attestation de non-opposition à conformité, elle n'a pas été remise par la commune enfin, pour l'instant. Puisque les biens n'ont pas été finis, les biens immobiliers. Oui, alors, il ne faut peut-être pas attendre que ce soit fini pour se manifester. Vous êtes d'accord avec moi? Merci. C'est tout? Bah écoutez, oui. Pour moi, il n'y a pas de problème de sécurité, c'est là le plus important. Non, mais les règles sont faites pour la sécurité. On est bien d'accord. Ne faisons pas de règlement. Voilà. On est en train de on va travailler. Non, mais vous allez travailler. Je veux bien comprendre, M. Grosy, vous allez travailler. Non, mais aujourd'hui, les règles d'implantation ne sont pas respectées par rapport à ce qui est. C'est votre avis, hein, c'est pas le mien. Vous savez, quand vous récupérez un projet, une OAP, et que vous devez faire entrer 20 logements, vous avez plusieurs solutions ou décisions à prendre. Pour faire entrer 20 logements sur 7 mètres carrés, avec une route, avec les places de parking, avec tout ce qui s'ensuit, c'était certainement peut-être la meilleure des solutions pour que ça rentre et soit nickel, conforme, faire des immeubles. Oui. Voilà, peut-être. C'est de l'habitat groupé. L'habitat groupé. Bon. Et bien, allez voir les riverains, ce qu'ils en pensent. Et on a eu pas mal de riverains qui nous ont demandé. Hein. Ils nous ont posé la question, ils sont venus voir les plans. Alors, ils ne sont pas manifestés en disant à 5 mètres ou pas 5 mètres. Moi, ce qui est très important, c'est que sur cette façade-là, on y a passé du temps aussi. On a rencontré beaucoup de monde, notamment des départements, parce qu'il y a une dérogation justement pour la maison la plus à gauche. Parce qu'elle va avoir un accès par la départementale et les autres, ça va être tout par lotissement. Alors, justement, pardon de vous couper, mais quand on parle de prenez le micro, Géraldine. Quand on parle de sécurité, donc là, le portail va être placé à quel niveau sur cet axe? Honnêtement, je ne sais plus trop, parce que moi, je vais juste vous dire sur quoi j'ai travaillé. Après, je ne suis pas toujours dans les techniques. Le portail sur les RD pour la sortie. Pour la maison qui a l'accès. On n'est pas obligé d'avoir un portail. Pardon? On n'est pas obligé d'avoir un portail. Donc, en fait, expliquez-moi comment la personne va rentrer dans sa cour et comment on va en sortir. Elle fait comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Et en fait, la maison qui est plus à gauche, c'est la seule où il y avait un problème. Donc, du coup, il fallait qu'elle soit à 5 mètres. On est à 5 mètres, on a l'autorisation du département. Elle rentre soit comme ça dans le garage et pour en sortir, vous voyez, elle fait comme ça et comme ça, c'est matérialisé sur les plans. Comme ça, comme ça, comme ça. Tout simplement. Il y a un schéma de retournement qui a été validé. Regardez comme ça, hop. La plus à gauche. Les autres, c'est différent. Contrairement peut-être à certains de portails qui ont été implantés au passage Victor Martelin. Ah oui, mais vous attaquez là-dessus, mais... Et en plus, c'est là où passent les enfants, donc c'est pas mieux. Vous, en fait, pour discuter avec vous, c'est très compliqué. Peut-être. Voilà, je vous le dis. C'est très compliqué parce que. C'est très compliqué de. Faire des reproches, c'est tout ce que vous savez faire. On vous demande des explications. Eh ben, moi, je vous en donne. Et comme en tant qu'ancienne adjointe à l'urbanisme, vous avez validé des trucs avec une sécurité quand même qui est minimale. Et ben vous m'emmènerez et vous prévoyez
Je vous ai dit, c'est rue des Moulins, de toute façon. Il y a 5 habitations qui ont des baies vitrées qui donnent sur des servitudes. Alors, après, vous voulez en venir là-dessus, je vais vous dire une chose. Allez-y. Oui, je vais vous dire. Le permis, il a été accordé, ok. Les personnes ont souhaité mettre des baies vitrées. Par contre, certainement, cette grange, elle a été écroulée. Oui. D'accord? Et vous avez fait refaire, vous avez donné l'autorisation. Non, nous, on a fait un PV d'infraction qui a été classé sans suite par le procureur, donc ils sont repartis sur le même base. Si vous prenez le dossier, il y a des écrits dans ce dossier. On avait eu un retour de la communauté de communes parce qu'on m'avait posé la question à savoir si on écroulait et si on voulait refaire identique à l'existant, est-ce qu'on avait des possibilités? Et c'est marqué noir sur blanc qu'on n'avait aucune possibilité. C'est-à-dire que si le bien était écroulé, on devait reconstruire avec des prescriptions du PLU, une chose qui n'a pas été faite. Alors c'est bien beau de venir faire des reproches, je vous le dis tout de suite, mais là, il y a des sacrés manquements. Justement, ça c'est vous qui le dites, le procureur a classé sans suite l'affaire de toute façon. Et en plus, nous, justement, pour les 3 baies vitrées qui donnent sur la servitude, on a fait passer, c'était ou des garde-corps ou une petite barrière. Il y a une petite barrière qui a été mise pour sécuriser. Par contre, les 2 logements qui sont de l'autre côté, qui ont été validés, par contre, là, ils sont encore plus près de la route. Et ça vous gêne pas, apparemment. Non, parce que, je vais vous dire non, ça ne me dérange pas, parce qu'en fait, on est dans une cour. Une cour avec des voitures qui passent quand même. C'est pas une cour, c'est un passage. Il y a un passage pour c'est pas une cour. Maison sur le fond. D'accord? Alors arrêtez de jouer sur les mots. Je joue pas sur les mots, je joue sur la sécurité. Passer outre. Et on parle d'un dossier en plus qui était à l'époque qui était instruit par M. Romanotto. C'est juste pour dire qu'on a vraiment mis un PV d'infraction. On a demandé à ce qu'il y ait arrêt. On a commencé à voir l'entrepreneur ou le promoteur, je ne sais plus d'ailleurs, qui voulait nous attaquer ici, ça. On est devant le procureur, et nous aussi, on avait lu les mêmes règles que vous. Bien, qui c'est qui décide? Nous, on n'est pas juge, il est parti, on est là pour se passer le PV. Et le procureur, malheureusement, ne nous a pas donné... il a cassé. Non, il n'a pas suivi. Mais ça a été fait, et c'était à l'époque, c'était en 2020, novembre, octobre, 2020. Je me souviens très bien. Parce que c'était le premier PV qu'on signait en disant, oui, c'est ballot pour eux. Ils ont détruit, alors que c'était du Pisa, ils auraient détruit, alors ils n'auraient pas dû. Et le problème, c'est que derrière, il n'y avait plus. Et en fait, il y avait un problème de dangerosité, c'est pour ça qu'on a arrêté direct et on a dit stop. Dans le permis à l'initial, c'était la réhabilitation de la grange existante. Non, mais on est d'accord. Sauf que quand vous arrivez, c'est comme pour tout, vous arrivez, vous n'avez pas eu d'autorisation, il y a une piscine. Là, il n'y a pas longtemps, on a vu une façade qui est faite, pas longtemps une véranda. Et après, vous venez, et puis il y a des solutions qui peuvent être rattrapées. Ils font le document, machin. J'ai fait une piscine sur un terrain constructible. C'est bon. Il y en a d'autres qui font la piscine sur un terrain naturel, elle va être bétonnée. Et puis il y en a d'autres. Dans ce cas-là, vous faites le nécessaire, vous en rendez compte, vous allez sur place. L'adjoint a fait un peu avec Tony, avec notre policier, un dimanche. Il a arrêté, stop, on arrête tout, on envoie tout au proc, parce que c'était urgent, parce que et on s'est fait bananer derrière. Et puis, vous savez, toujours la théorie et la pratique, et même dans des cas où on a 100% raison, on arrive à avoir tort. Donc, du moment qu'on n'est pas suivi, voilà. La procédure a duré en plus pas longtemps. Ouais, elle a duré longtemps. Les murs étaient en pisé, donc c'est ce qui nous inquiétait encore. Ouais, c'était du pisé. Il a fallu protéger les murs qui étaient nus. Moi j'ai juste une question sur l'OAP. En fait, bêtement, au départ c'était 20 logements groupés. À partir du moment où ils ont changé le mode de construction, c'est-à-dire sont passés sur l'individuel, pourquoi pas? C'était des logements intermédiaires qui ont été faits. Et c'est des logements intermédiaires qui ont été faits. C'est ça. Oui, mais c'est pas présenté de la même façon. Le plus important, c'est intermédiaire, c'est social, il fallait respecter l'OAP. C'est, je crois, 5 logements sur 20. Ouais, c'était 5 sur 20, 3 pour l'un, 3 pour le nord et 2 pour le sud. Et c'est respecté. Ouais. Bon, je passe après l'orage. Bonsoir à tous. Alors, les actualités associatives et sportives de notre commune pour le mois de février. Le 1er février, donc, le tennis organise à Chandeleur. C'est demain, effectivement. Nous avons ensuite le cirque Fratelli qui vient s'installer du 10 au 11 février sur
l'espace à côté du hangar blanc. Du 10 au 11, oui, c'est ce qui est affiché. Oui. Ils ont déjà posé les panneaux. Ils ne perdent pas de temps. Nous avons ensuite le 11 et 12 février, tournoi régional tennis de table. Toujours dans la raquette du 13 au 17 février, un stage de tennis est organisé bien évidemment par l'association du tennis. Le 25 février, l'Amicale Boule organise un concours. Le 25 février également, toujours sur la même journée, le tennis organise sa soirée familiale. Et enfin, pour boucler le mois, le comité d'animation organise un thé dansant avec comme thématique spécial carnaval le 26 février. Voilà donc pour l'associatif. Vient ensuite un petit parallèle concernant la démocratie participative, puisque pour rappel, elle est très active et je tenais ce soir en tout cas à mettre un peu l'accent dessus, puisque nous en sommes aujourd'hui à 11 conseils de quartier, 12 commissions participatives et 2 rencontres citoyennes. Il est important de parler un petit peu de toutes ces actions, puisque à travers toutes ces manifestations, on a recensé grand nombre de projets et également de problèmes, même si je n'ai pas utilisé le terme problème, je le répète assez régulièrement pour ces commissions participatives et démocratie. On n'est plus sur du projet, mais en tout cas, beaucoup d'actions sont menées, beaucoup d'échanges. Hier encore, les référents qui participaient à cette commission participative ont travaillé avec Dixit des ateliers, mis en avant des points et fait des propositions qui vont être envoyées en tout cas d'ores et déjà aux différentes commissions de la commune, c'est-à-dire la commission environnement, les commissions travaux la prochaine commission de travaux qui doit se réunir pour mémoire, je crois, ça doit être sur février, et également la responsable mobilité qui va recevoir également quelques propositions faites par cette commission qui se réunit assez régulièrement. Les conseils de quartier également, beaucoup de motivation et beaucoup d'engagement en tout cas de la part de nos administrés, et je tenais en tout cas ce soir à les saluer, à les remercier par leur engagement. Voilà, j'en ai terminé. Donc un petit point urbain. Donc le 19 janvier, on a eu notre 3e réunion avec la société Verdi pour la révision du PLU. Et là, on continue dans tous les diagnostics sur la commune. Voilà. Allez, j'ai quelques points à vous faire, c'est pour ça que je parle en dernier, sinon je sais que c'est toujours pénible d'entendre toujours la même personne qui parle. Alors déjà, pour commencer, la petite nouveauté de la nouvelle année, c'est que la bibliothèque de Saint-Romain a créé sa propre page Facebook. Vous pouvez la retrouver en tapant sur le moteur de recherche de Facebook. Bibliothèque Saint-Romain-de-Jalvenas, ça va permettre de faire vivre voilà, les nouveautés, des choses comme ça, ce qu'on ne peut pas mettre tout le temps sur la page Facebook de la commune, qui est quand même assez active. Là, on a dépassé les 1700 abonnés, donc c'est x6 presque depuis 2 ans et demi. Donc voilà, après, sur les choses les plus importantes, bien évidemment, il y aura un rappel sur la page principale, mais voilà, je tenais à remercier Catherine et Susanna pour cette initiative. Alors, vous voyez là sur ma gauche, j'ai un beau pavé. On l'a reçu, alors je peux le temps de regarder, puisqu'on l'a reçu ce matin ou hier, je ne sais plus. Ça concerne l'enquête publique concernant les réacteurs 2, 4 et 5 de la centrale du budget. C'est une enquête publique qui aura lieu du 6 février au 8 mars, avec le 6 mars la présence d'un commissaire enquêteur de 15h à 18h dans les locaux de la mairie. Donc on a communiqué sur nos réseaux. Ces documents, ils sont présents à partir donc à la consultation donc, du 6 février au 8 mars. Vous passez à l'accueil, on vous les donne. Alors, c'est par couleur. Il y a... c'est quoi celui-là? Lui, c'est le 2. Donc après, on a le 4 et le 5. Alors, bizarrement, le 3, je ne sais pas pourquoi on ne parle pas du 3. Parce que pour rappel, la centrale du budget, c'est 5 réacteurs. Budget 1, budget 2, budget 3, budget 4, budget 5. Et donc budget 1, il ne fonctionne plus, exit, il était des débuts des années 70 et il a été stoppé dans les années 90. Par contre, en 78, il y a eu 2 réacteurs qui se sont montés, le 2 et le 3, et en 79, le 4 et 5. Bref, et ils ont eu une autorisation pour fonctionner pendant 40 ans. Ce qui a été dit de la bouche du directeur de la centrale, c'est une autorisation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser 70, 80 ans. C'est juste qu'à un moment donné, à un instant T, il fallait donner une deadline, donc c'est 40 ans. Cette enquête publique, elle sert à ça, elle sert à demander, elle permet aux gens de consulter, il faut être bien accroché,
Mais elle permet de demander aux gens, d'expliquer et d'informer sur des avis sur les conditions de la poursuite du fonctionnement de ces 3 réacteurs après 40 années de fonctionnement. Donc là, on n'est pas sur ce qu'on a peut-être 3, il l'a déjà. parlé, peut-être, hein, sur le fait de l'installation de nouveaux EPR. Non, on est déjà là sur une prolongation de l'utilisation de ces 3 réacteurs. Voilà, donc vous y trouvez beaucoup de documents, beaucoup de choses. Voilà, c'est un pavé par réacteur. Je voudrais aussi faire une petite parenthèse. On va modifier les horaires de la mairie de façon définitive les jeudis. On ouvrira 1 heure plus tard, au lieu de 14h30, ce sera 15h30. Tout simplement parce que on a besoin que le personnel fasse des réunions de service. Et quand on les fait sur le temps d'ouverture, il y a toujours 1 ou 2 collaboratrices qui n'est pas présente et ça pose un souci pour l'intégration du personnel. Donc les jeudis, maintenant, la mairie sera ouverte à partir de 15h30, réouvrira à partir de 15h30 plutôt que 14h30. Je vais vous parler de l'affaire du pont du Payard. Alors j'ai une petite évolution depuis la semaine dernière, parce qu'on s'est vu après par le conseil, puisque le lendemain, on a reçu un courrier de l'assurance. Alors, pour rappel, il y a un pont qui a été défoncé il y a maintenant 1 an et demi, et on a eu un jugement, donc plusieurs jugements, plusieurs reports, et le dernier en date, c'était le 23 janvier, et on y allait une nouvelle fois pour pareil. Donc c'est reporté au mois de septembre 2023. Donc là, en janvier, c'était sur du civil. En parallèle, on était rentré en négociation, moi j'étais rentré en négociation, mais c'est pas fini, avec les assurances pour voir ce qu'on pouvait faire, parce que le but du jeu pour nous, c'est qu'un jour ou l'autre, on répare ce pont et qu'on n'attend pas qu'il y ait un problème. Heureusement que le pont est bas, mais bien évidemment, il y a quand même des risques, et c'est dangereux. Donc on a mené des négociations, on a eu des échanges avec des experts de l'assurance qui a repris les différents devis et le travail qui avait été effectué par cabinet architectural. Et ils nous ont fait une première proposition, de l'ordre de 27 700 et quelques euros de prise en charge pour les travaux. Pour rappel, ce pont avait été expertisé dans les règles de l'art, s'il était classé ici, à 100 000 euros. Mais 100 000 euros, ce n'est pas ce que la personne avait détruit. C'était pour le reprendre entièrement. D'accord ? Ensuite, on a fait faire, et on attend encore des devis d'entreprises de maçonnerie. Donc on a l'entreprise Yapissi qui nous a fait un devis aux alentours de 30 000 euros. On a l'entreprise Finet qu'on rencontre, je ne sais plus si c'est cette semaine, la semaine prochaine, début février. Bref, qui est sur l'île Morieux. Voilà, on fait d'autres devis. La question, c'est un peu comme pour l'école et le toit, c'est de se dire, est-ce qu'avec la somme qu'on a, est-ce qu'on peut le réparer? Voilà. Après, il y a des choses qu'on va faire en plus nous, mais ce qui n'était pas prévu par l'accident, c'est-à-dire qu'un peu plus haut, c'est creusé. Je ne sais pas si vous voyez, quand vous prenez le pont, vous restez sur le côté, un peu plus haut, il y a l'eau qui s'infiltre et ça creuse, donc là, il va falloir renforcer. Pareil, ce que l'expert n'a pas pris en compte, et c'est normal, c'est refaire tous les jours en dessous. Bah oui, les gens, il n'y en avait déjà plus. Donc voilà, il y a une sorte de sécurisation, donc remettre aux normes, sécuriser la chose, mais l'expert de l'assurance a bien pris en compte tout ce qu'il y avait à refaire en fonction du dégât qui avait été causé. Bon, on n'allait pas refaire un pont gratuit sur le dos d'une personne. Donc on en est là, pour l'instant on n'a pas encore pris de décision, mais on a déjà eu, alors pour rappel, on pensait qu'on allait avoir 0 assurance puisque la personne n'était pas assurée. Et c'est ce qu'on nous a dit pendant près d'1 an. Et à force de faire des ingénieurs, on a réussi à avoir déjà des contacts et cette proposition. Donc on va creuser encore l'histoire, mais au moins on peut avoir quelque chose. Parce que j'ai vraiment un très grand doute sur la solvabilité de la personne. Bref, voilà pour le pont du Payard. Ah, l'opération comptage sur Saint-Romain-de-Jalonnas. Alors oui, on a communiqué. Les départements, vous ne voulez pas forcément qu'on communique, c'est pas bien. Ils nous envoient un message après, mais peu importe, je vous explique. On devait avoir un comptage le 17 janvier sur combien de véhicules passent par le pont de Loyette, tout simplement parce que, à force de voir bouger nos amis de l'Ain dans tous les sens pour avoir un pont entre Saint-Romain et Loyette, de mon côté, j'ai fait un peu pareil. Ça fait un moment, mais enfin, j'ai un peu récolté les fruits de tout ça, et j'ai pu avoir le département de l'Isère avec la directrice mobilité, et donc le président du département travaille désormais maintenant avec celui de l'Ain
Et ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il faille un deuxième franchissement entre l'Ain et le Rhône. Je suis d'accord avec eux. l'Isère. J'ai dit quoi? Le Rhône. Oui. Entre l'Ain et l'Isère, sur le Rhône. Merci, vous avez tous suivi. Donc, ils sont d'accord là-dessus. Donc, il n'y a pas de problème, pour moi c'est bon. Sauf que je leur ai dit, il y a 3 scénarios. Alors, ils m'ont sorti qu'un. C'est le scénario du projet centrale hydroélectrique barrage et mettre le pont par-dessus. Je lui ai dit, ah bah là, pour nous, c'est un peu no bueno, quoi. Donc, on me dit, mais c'est pas forcément celui qui sera choisi par le département de l'Isère, et donc forcément, à un moment donné, il faut se mettre d'accord. Ça peut être Lannieux, ça peut être en amont, en aval, peu importe. Mais pour commencer à travailler, mieux vaut tard que jamais, le département de l'Isère a diligenté cette enquête. Et c'est ce pourquoi il y a eu une enquête, mais ça s'est décidé, mais vraiment rapide. Oui? C'est quand même dommage, c'est que le SCOT a fait cette étude-là il y a à peine 2 ans. Quoi. Avec des chiffres, avec l'essence de navigation. Mais à chaque fois, ils ont fait des enquêtes aussi? Avec des enquêtes aussi? Alors, du coup, voilà. Donc là, ce qu'ils ont fait, ils ont mis des radars un peu partout, du côté de l'Isère, et ils ont mis 6 enquêteurs. Et normalement, ça aurait dû être, donc les questions, c'était qu'est-ce que vous allez faire, d'où vous venez, votre fréquence et tout ça. Bon. Et donc c'était normalement le 17 janvier, ça peut être reporté le 19 ou une autre date ultérieure. Mais c'est ballot parce que nous on a communiqué tout de suite, sauf que ça a été reporté pour cause d'intempéries d'une semaine. Et après coup, ils auraient pu nous le dire tout de suite. Donc on a recommuniqué pour dire finalement c'est le 24, mais on l'a su mais une fois que la journée était passée en fait. Hein. On l'a su vraiment à la fin de la journée, hein, puis mardi, voilà. Et donc on a recommuniqué en disant la date. Alors, on savait qu'il fallait que c'était un comptage, mais le minimum c'est notre petit jalon en main qui allait être bloqué. Et on nous a dit bah non, il ne fallait pas communiquer. Donc la prochaine fois, si on a d'autres, on ne communiquera pas pour qu'on soit plus près possible du passage. Sachant qu'au niveau du passage, au niveau du pont, là c'est environ entre 16 et 17 000 véhicules par jour. D'après l'Ain, d'après l'Oyette et aussi des décomptes qui sont faits de leur côté. Donc on verra les résultats de cette enquête, mais sachez juste que voilà, c'est fait un peu à la dernière minute et puis voilà. C'est bon, ça? Ah non, c'est bon. Et puis bah c'est tout. C'est tout. Ah, Nicolas, tiens. Moi, je voudrais juste apporter une petite information qui n'est pas des moindres, qui nous a été partagée par un administré dans un conseil de quartier. Après, ça prend le goût à laisser, c'est un fait, mais la vie n'est pas si idiot que ça. Pour lui, en fait, actuellement, c'est quelqu'un qui vraisemblablement a beaucoup travaillé dans le nucléaire, il nous a fait partager dans son expérience, et vraisemblablement, le niveau du Rhône serait trop bas pour les futurs EPR. Donc, le cause à effet vis-à-vis du barrage, il y a peut-être une réflexion à avoir. Parce qu'en tout cas, on sait qu'un projet d'EPR est tendance côté Loyette. Le niveau du Rhône, en tout cas, en l'état actuel, n'est pas au niveau pour pouvoir permettre, en tout cas, de localiser les EPR. Donc voilà, c'est un sujet important, je pense. Alors en fait, ce qui est important, c'est que maintenant il y a un groupe de travail, on n'est pas convié en tant que commune, mais un groupe de travail entre la CNR, ou d'ailleurs il faut qu'on va les rencontrer dans pas longtemps, là, entre la CNR et EDF, au-delà de centrales hydrauliques, si on parle juste de l'eau en lui-même, ça a un impact sur la retenue, sur le débit. Donc en fait, déjà, il faut qu'entre eux, ils commencent à se parler, mais il faut juste savoir si c'est compatible. Je le redis, je crois, les 2 derniers conseils, mais j'ai posé lors de la dernière une question au directeur de la centrale. Est-ce que les 2 projets sont compatibles? Je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, je dis s'ils sont compatibles. La réponse qui m'a été donnée, ça a été de dire « je ne sais pas ». Voilà. Donc, à la prochaine CLI qui va avoir lieu peut-être au mois de mars, je poserai la même question. David. Tu parles de 3 scénarios de positionnement de pont et compagnie. Lannieux ou en les amont. 2 autres, je ne les connais pas. En amont, quoi qu'il en soit, le transit passera par Saint-Romain. Donc,
Que ça soit sur le pont de la centrale hydroélectrique possible ou pas, ou que ça soit plus haut, les poids lourds, les passages de poids lourds, convois exceptionnels, tout ça, se passera par Saint-Romain, quoi qu'il en soit. Et ben, c'est sûr que au-delà de ces deux projets-là, il va falloir revoir toute la circulation. Et si c'est pour désengorger nos amis de l'Oyette, pour nous engorger nous, on ne sera forcément pas d'accord. Mais pour l'instant, c'est nos risques à nous, nos craintes. Et aujourd'hui, c'est une prise de conscience du département. Je dirais enfin. En fait, ils ont compris qu'il n'y avait pas que là. En fait, il y a aussi Saint-Romain et puis les autres communes. Mais bien évidemment que c'est un deuxième passage. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions. Oui. Alors, juste pour info par rapport au projet barrage et la compatibilité avec la centrale, sur les premières réunions publiques qu'on avait eues, il faut que le barrage ne soit pas une trop grosse retenue d'eau parce qu'il ne faut pas trop freiner non plus le débit du Rhône. Autrement, l'eau se réchauffe trop et il ne jouerait plus son rôle de refroidir les toits. Alors, en fait, ce qui est important, et je termine là-dessus, juste techniquement, cette centrale, je vous ai dit, il y a 5 réacteurs, il y en a 4 qui fonctionnent, 2, 3, 4, 5. Les 2 premiers, ils sont refroidis, le 2 et le 3, ceux qui ont été faits en 78, ils sont refroidis par le Rhône. Et le 4 et 5, ils sont refroidis par les tours aéro-réfrigérantes. Souvent, on entend parler de cheminée, mais c'est une mauvaise sémantique parce qu'une cheminée, c'est de la chaleur, là, c'est de l'évacuation de vapeur. Et ce qui a été choisi à Bugey à l'époque, normalement, c'est une tour aéro-réfrigérante pour refroidir un réacteur. Et bien là, on a la chance, ils ont la chance, en tout cas, c'est comme ça que ça nous a été présenté, d'avoir 2 tours aéro-réfrigérantes qui refroidissent le 4 et 2 tours aéro-réfrigérantes qui refroidissent le 5. Ça, c'est des informations que je vais répéter et vous dire parce que j'ai envie que tout le monde comprenne comment ça fonctionne. Ce qui fait qu'on avait eu un débat, je crois que c'est Stéphane qui avait amorcé le truc, en expliquant qu'il y a différentes technologies. On parlait de se dire si demain on a de nouveaux EPR, est-ce qu'on va avoir des tours ou pas des tours. Tout dépendra de comment on refroidit le système. Donc je ne suis pas un spécialiste, mais il y a des systèmes où il y a besoin de tours, d'autres pas. Et pour l'instant, c'est encore un peu de la science-fiction. Et Stéphane, voilà. vous ne pouvez pas creuser de votre côté sur ce qui a été remarqué par l'administré sur ce fameux niveau du Rhône vis-à-vis du projet des futurs EPR. Enfin, je vois que... Je suis désolé, j'ai plus accès aux ingénieurs du nucléaire pour... Parce que ça pourrait être intéressant d'avoir l'information aussi d'un technicien. On a quelqu'un du pays qui a les infos. Une fois qu'on a coupé, on prend les infos, on vous le dira au prochain conseil, monsieur. On a pas à faire partie du pays. Comment je peux vous en donner? Très bien. Alors après, voilà. Donc c'est encore... Alors c'est toujours pareil. On est dans de la pure science-fiction parce qu'on parle à 20-30 ans, mais les décisions, elles se décident maintenant. Voilà. Bon. Je vais lever la séance, on aura le temps d'en discuter, et puis on va couper la vidéo.